En feuilletant son journal, Thierry Ndong revisite une dizaine d'années de résilience. Depuis 2008, l'hebdomadaire vitrine de l'actualité sous-régionale surfe entre déboires et espoirs. Pas facile d'honorer les rendez-vous des kiosques et des salaires. Notre chiffre d'affaires publicitaire en une année va chercher dans les 50 millions, mais dans les caisses, parfois il nous manque 2 millions. Simplement parce que l'environnement économique est tel que les entreprises qui ont commandé ces insertions publicitaires tardent à les payer. Marie-Robert Elundu a rejoint le combat pour la survie de la presse écrite en 2016 avec son journal Essingang. Parti d'une parution par semaine, le tri-hebdomadaire fait ses petits pas dans un environnement médiatique difficile. Oui, il y a l'aide publique à la communication privée. C'est tellement dérisoire, ça ne peut pas vous permettre d'éponger un seul tirage à l'imprimerie. Au regard des profils que j'ai recrutés dans mon entreprise, ça ne peut pas me permettre de payer un mois de salaire. Des salaires par intermittence, des charges fiscales et sociales laborieuses, des entrées financières qui s'amoindrissent. Le mal-être se vit aussi dans les kiosques avec des ventes en chute libre. Essingang n'a que 1000 tirages par numéro, mais peine à écouler son produit. Le journal n'atteint pas ses cibles parce que le journal n'est pas distribué. Mais sous d'autres cieux, on voit l'État subventionner le secteur de la distribution des journaux. Il faut agir pour cette presse privée qui remplit une mission de service public, informer et éduquer. Sa presse. Vous les entendez déjà, très clairvoyants sur cette question. Les directeurs de publication eux-mêmes ont depuis longtemps dressé le diagnostic de la crise. C'est l'argent qui est là aussi le nerf de la guerre. Leur proposition, une véritable subvention de l'État, entre autres solutions. Pour la survie de la presse privée, voici l'ordonnance de Cyril Kingembepe. Dans une démocratie, soutiennent les patrons de presse, le journalisme est un capital précieux. Nous faisons le service public et nous encourageons la démocratie en tant que médiateur, parce qu'il y a 4 pouvoirs. Si on finance tous les autres pouvoirs, tout gouvernement doit financer le pouvoir de la médiation. Le cadre institutionnel d'abord est tel que n'importe qui est journaliste et n'importe qui est directeur de publication. L'ascension fulgurante des nouveaux médias et la promotion du clientélisme font le lit de la médiocrité. Il n'y a pas de logique dans le marché publicitaire camerounais. Vous allez voir une entreprise à la réputation établie qui souscrit dans une feuille de chou. Stop, disent des patrons, la presse ne fait pas dans la mendicité. Ce n'est pas de l'aumône qu'on demande. Il faut qu'il y ait une loi qui parte de l'Assemblée nationale. Parce que ce n'est pas normal que des journaux soient laissés à la disposition des francs-tireurs. Il est par exemple difficile de comprendre que des journaux qui ont leur siège et leur compte bancaire dans une mallette se retrouvent avec des sommes qui côtoient pratiquement celles octroyées aux journaux qui ont pignon sur eux. Autres urgences, la formation et l'équité. Les journalistes camerounais, surtout de la presse privée, ont besoin d'être formés. Ont besoin même de connaître dans quel environnement ils travaillent. Le journal papier broie du noir. Les temps sont durs. Je vous assure que publier un journal au Cameroun tous les jours relève d'un véritable miracle. Il faut le redire encore, la presse au Cameroun rêve des jours plus heureux. C'est donc entendu, la presse écrite camerounaise va mal et on dira même très mal. Décryptage alors pour comprendre et même pour envisager la sortie de l'ornière, c'est avec vous, Éric Benjamin Lamère. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Adèle. Alors vous dites la presse privée va mal, certes, mais il ne faut pas désespérer. Pourquoi ? La presse est dans le coma, mais c'est un coma réversible parce qu'il y a des solutions qui peuvent lui permettre de s'en sortir. Il y a une flopée, mais je vais en retenir 3. Il y a d'abord cette permissivité de l'accès à la profession de la presse. La floraison des titres contraste
avec l'état de santé de cette presse. Il faudrait que la corporation s'organise mieux, que l'État ne se contente pas de présenter ce foisonnement comme un signe de la vitalité de notre démocratie, et que les deux entités s'asseyent pour trouver le moyen de restreindre l'accès à cette profession. Le deuxième levier est celui de la régulation, qui rejoint quelque peu le premier levier. On a connu l'expérience de l'UJC avec le Conseil colonial des médias qui a fait long feu parce qu'une entité extérieure à la corporation s'était ingérée de manière outrecuidante dans les attributions de cet organe de régulation mis sur pied par les pairs. Il y a le Conseil national de la communication qui doit être plus offensif, qui doit avoir plus de moyens pour pouvoir mener ces missions qui considèrent des missions d'hygiène publique. On a un flopé de titres qui heurtent carrément l'espace public. On verra demain un titre comme qu'est-ce que vous voulez à Adèle avec ses belles tenues, laissez-la travailler. On en rit, mais c'est dramatique pour la profession. Le troisième levier est celui d'un accompagnement plus conséquent de l'État à travers les subventions qui sont données. On est aujourd'hui à un peu moins de 300 millions de francs CFA. Mais quand on compare aux pays de même niveau de développement que le Cameroun, on est encore assez loin du compte. Le Gabon doit être à 2 milliards de francs CFA par an. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont autour de 1 milliard de francs. Donc il y a encore au niveau de l'État un effort à faire pour alourdir cette enveloppe-là et écrémer vraiment ceux qui doivent accéder à cette enveloppe-là. Alors, en préparant cette interview tout à l'heure, Éric Benjamin, vous pensiez également que la presse privée camerounaise aurait raté le virage du digital qui est aujourd'hui, on le voit partout, l'une des planches de salut de ce secteur d'activité. Est-ce que vous pensez vraiment que le digital peut là encore être une solution pour sauver notre presse privée? J'y crois fermement que le digital est la solution. Et c'est un paradoxe d'ailleurs parce qu'on va recourir au digital pour sauver la presse écrite en tuant le journal papier. Et des exemples un peu partout dans le monde montrent que le digital a permis à des organes de presse qui étaient en difficulté de retrouver une certaine aisance financière et économique. Je prends l'exemple du Monde. Les derniers études du Monde qui dit que le Monde est sorti de la zone de turbulence français, du soir. Le Monde, le mythique quotidien français Le Monde, est sorti de la zone de turbulence et affiche aujourd'hui plus de 300 000 abonnés sur le numérique et a équilibré ses comptes. Mais l'exemple le plus frappant, c'est le New York Times, le quotidien de la Grande Pomme, qui en 10 ans revendique aujourd'hui 7 500 000 abonnés, dont plus de 6 millions et demi en ligne, abonnés qui payent en ligne 6 millions et demi avec 18% d'abonnés qui sont hors États-Unis d'Amérique. Et ce qui est plus intéressant, c'est que le New York Times, c'est 2 millions de dollars de chiffre d'affaires et ses revenus de l'abonnement sont le double de ses revenus publicitaires, ce qui est quand même un inversement dans le financement de la presse. On sait que c'est la pub qui finance la presse, mais on se rend compte avec l'expérience du New York Times que la presse, les abonnements sont le financement principal de cette affaire. Ce qui est d'ailleurs très normal pour le journalisme. Et le digital a si d'important que ça allège les coûts. Les éditeurs n'ont plus de problème d'impression, de distribution sont des charges suffisamment pondéreuses qui sont totalement allégées. Mais il restera que malgré cette migration au digital, il faudra miser sur la qualité qui passe par la formation et également, dans le contexte camerounais, par un accès plus conséquent aux sources d'information. Merci Éric Benjamin Lamer. Les directeurs de publication vous ont certainement écouté. Merci encore. L'autre appel dans le journal pour un adieu aux armes dans le nord-ouest. Le ministre de l'administration territoriale, en réunion d'évaluation sécuritaire à Bamenda ce mardi, a pressé les terroristes de déposer également les armes auprès des autorités religieuses et traditionnelles. C'est là une prescription des autorités administratives, une nouvelle ouverture préconisée également par le chef de l'État pour encourager ceux des terroristes qui continuent à hésiter dans la forêt. L'envoyé spécial à Bamenda, Jean-Pierre Congé. Les chefs traditionnels et les autorités religieuses, désormais partie intégrante du processus de démobilisation et de désarmement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Après avoir reçu des informations selon lesquelles les terroristes disent ne pas savoir comment s'y prendre pour rendre les armes, le patron du MINAT a entrepris de leur offrir des voies alternatives et le mode opératoire. Seul l'État
a le monopole de la contrainte légitime. Voilà pourquoi le chef de l'État demande aux combattants de déposer les armes. Et en déposant les armes, l'État leur offre les voies de réinsertion. Si vous êtes 5 dans un groupe et vous éprouvez des difficultés, prenez un mouchoir blanc sur la main gauche et l'arbre de paix sur la main droite. Soulevez vos mains et avancez même vers les forces de défense et de sécurité. Ils ne pourront pas tirer sur vous. Ils viendront vers vous pour vous accueillir. Paul Atangandji invite également l'ensemble de la communauté et particulièrement les parents à se mettre à contribution. Ce que nous demandons aux citoyens, de ne pas retenir l'information. Les terroristes ne viennent pas de Jupiter. Ce sont nos enfants qui vivent avec nous. Et nous disons que le double jeu a trop duré. Tout en rassurant les terroristes que ceux qui déposent volontairement les armes n'iront pas en prison, le MINAT les met en garde. Si vous ne sortez pas de brousse, l'armée vous en fera sortir de toutes les façons, a-t-il lancé. Et si l'économie venait donc au secours de la paix, le Cameroun entame l'élaboration de sa note stratégique pour accéder au fonds de la Banque mondiale contre la précarité, généralement à l'origine de ces violences sociales. Ce mardi, le ministre de l'économie lançait l'atelier de consultation nationale pour la prévention et la résilience au Cameroun. Il s'agit de maintenir le pays sur le chemin de l'émergence et de la paix sociale. Je vous propose d'entendre ici les explications du responsable des opérations à la Banque mondiale, Reiko Kubota, est dans une interview avec Joël Igor Abanda. Le Cameroun est éligible pour 75% de leur allocation nationale basée sur performance. Donc pour IDA 19, l'allocation de Cameroun est approximativement un peu moins de 900 millions de dollars. Deuxième jour ce mardi pour la revue des chantiers routiers au ministère des Travaux publics. Ce jour était consacré à l'examen des projets en cours dans les régions du littoral, du nord-ouest et de l'ouest. On retient par exemple pour la route Douala-Bonepupa-Yabassi ces instructions du ministre Emmanuel Nganou du Messi sur la nécessaire accélération de ces travaux. Rodrigue Bertrand-Tueno. La situation du lot 1 de la route de désenclavement des bassins agricoles dans la région de l'Ouest est préoccupante. 5 ans après le démarrage des travaux, le taux d'avancement général est de 36,32% pour une consommation des délais de 89,30%. La faute aux insuffisances multiples de l'entreprise, telles que une quincaillerie à la place d'engins de qualité, l'absence de ressources humaines compétentes. Les mises en demeure n'y ont rien fait. Face à cette évaluation, l'entreprise a une nouvelle fois promis de se ressaisir. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons doubler, voire tripler d'efforts pour réaliser ce chantier. Les 14 autres projets inscrits au chronogramme de la deuxième journée ont subi la même évaluation minutieuse. Ces reviews permettent qu'il y ait un échange entre les directeurs généraux et avec le ministre. Et ça permet que les ministres aussi connaissent les difficultés que les entreprises rencontrent sur le terrain. La revue s'achève mercredi par l'examen de 8 autres projets. Je vous le disais dans les titres, la police municipale est de retour dans la capitale. Le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, entreprend un grand déblayage des artères et des rues. Les bâtiments, les kiosques et autres étals des petits commerces installés de façon anarchique sont maintenant dégagés sans ménagement par cette brigade spéciale qui est appuyée par les forces de l'ordre. Et on se prend à rêver de la fin du désordre urbain à Yaoundé. Laurence Okalia. Les cloches de la police municipale retentissent de nouveau dans la ville de Yaoundé. C'est pas normal. C'est pas normal. Normal de mettre une croix sur le désordre urbain, comme l'exigent les missions de la mairie de la ville. Le maire a eu à faire des descentes partout, vous nous voyez passer. Depuis janvier, nous avons apposé, vous avez vu des croix là, des dates principalement sur les kiosques. Nous avons sensibilisé les populations. Nous sommes passés à la phase répressive. Mais c'est la police judiciaire au micro. Surprenant. Que fait-elle désormais aux côtés de la municipalité? Les agents qui sont assignés à l'exercice
des missions de police municipale, assure des missions de police administrative et des missions de police judiciaire. Les missions de police administrative sont des missions générales qui consistent à assurer le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique dans la cité. Une collaboration qui retentit comme un coup de massue sur les populations. C'est bien beau, la ville peut être bien propre. Mais moi, je pense que la solution, c'était aussi de voir comment on peut faire de tous ces gens qui se battent. C'est une situation lamentable. Casser pour faire quoi? Pour aller où? Malheureusement, les cloches continueront de résonner aussi fort, et ce, jusqu'à ce que l'incivisme se fracasse. Même mobilisation à Douala avec la suite de l'opération d'assainissement du secteur des mototaxis. Le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Dibois échangeait hier lundi avec les représentants des syndicats des mototaxis. L'objectif ici est de poursuivre cette campagne d'assainissement de la ville engagée il y a quelques mois maintenant. Qu'est-ce qui va donc changer dans les rues à Douala? Question à Franck Jam. En raison des dérives connues par la campagne d'assainissement dans le secteur des mototaxis, le gouverneur de la région du littoral a repris le guidon pour réitérer l'impératif d'arrimage à la loi des motards exerçant dans son territoire. Nous sommes à plus de 3 500 000 habitants, ce qui fait que la débrouillardise est un peu au rendez-vous. C'est chacun qui prend sa moto et s'engage à faire ses activités sans pièce d'identité. Pour ce nouveau démarrage, la mairie de la ville de Douala va dans les prochains jours instaurer des chasubles obligatoires contenant à la fois le logo de la mairie de ville à l'avant, celui des mairies sectorielles, l'identité du motard à l'arrière. On a saisi environ 95 motos qui ont été mises en fourrière et on a eu 716 mototaximens qui se sont rapprochés de nous pour s'inscrire de manière pacifique. Le chant passé, les mototaxis de Douala accélère déjà le pas vers la canne pour mieux servir les usagers. Et la santé préoccupe également avec cette deuxième vague d'infection à Covid-19 qui s'installe chez nous. Une remontée fulgurante des cas positifs est constatée. Seule véritable arme, c'est la prévention, les mesures barrières. Malheureusement, de nombreux citoyens négligent ces dispositifs, mais le masque, le lavage des mains, la distanciation physique sont cependant restés les meilleurs compagnons de certains. Dans ce combat, voici le cas de 2 compatriotes rencontrés ce mardi par notre reporter Sidoine Moncam. Regardez plutôt. Il a fait alliance avec son masque. Plus qu'un simple accessoire, la protection faciale est devenue l'ami intime du docteur Fokam. Le masque aujourd'hui est pour moi un compagnon. Plus j'utilise mon masque au quotidien, plus pour moi il devient comme un de mes vêtements. Et donc quand je suis sans mon masque, je me sens un peu étrange. Le médecin virologue est toujours au contact des patients et des produits de laboratoire. L'exercice de ses fonctions l'expose au risque d'infection. Motif supplémentaire pour redoubler de vigilance. Dans mon véhicule, j'ai un masque. Dans ma chambre, j'ai aussi un masque au chevet du lit. Dans mon sac de travail, j'ai aussi un masque. Dans mon bureau, j'ai un masque. Donc pour moi, le masque réellement est devenu plus ou moins comme un porte-monnaie quotidien. Autre cadre de vie, même préoccupation. Les gestes barrières restent de mise dans la sphère familiale, presque autant qu'à l'hôpital. Illustration dans la famille Fouda. Passage obligatoire avant l'accès au domicile, ce point d'eau pour le lavage des mains. La maîtresse des lieux est méticuleuse. Quand il y a un étranger, je lui montre d'abord le seau de lavage des mains. Et puis, je la mets à la maison, je mets le masque parce que je ne sais pas comment est-ce qu'il vient là de l'extérieur. J'ai toujours mon masque. Une fois que je sors de la maison, j'ai mon masque. Je suis au milieu d'une foule, j'ai mon masque. Jamais sans son masque et fidèle au respect des mesures barrières, un choix crucial pour se sauver et sauver des vies. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.
Prenons donc de la graine de ces inconditionnels du masque et du lavage des mains. Dans cette riposte nationale contre le coronavirus, on constate les hospitalisations qui repartent à la hausse entre le mois de janvier passé et ce mois de février. Le taux d'occupation des lits est désormais passé à 5%. Nous allons prendre maintenant les explications de l'invité de Évariste Eyenga que nous retrouvons immédiatement au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Bonsoir Évariste. Comment comprendre cette vague terrible qui monte? Bonsoir. 5% du taux d'hospitalisation, le taux d'occupation des lits, peut-être pas assez, mais suffisant déjà pour inquiéter les autorités sanitaires. Souvenez-vous de la sortie par voie des réseaux sociaux du ministre de la Santé publique qui indiquait la nécessité de continuer d'observer donc les mesures barrières en indiquant que c'était une situation assez inquiétante. Essayons de comprendre pourquoi on en arrive là à nouveau subitement. Docteur Aristide Stéphane Ababa, bonsoir. Bonsoir Évariste. Vous de la section opération dans cette riposte nationale, comment vous expliquez cette remontée subite du taux d'occupation des lits? Eh bien Évariste, c'était un peu prévisible parce que les chiffres, lorsqu'on observe les courbes, ont commencé à monter après la reprise des classes. Nous avons également quelques rassemblements culturels qui ont eu lieu et un faible engouement des populations pour le respect des mesures barrières. Il faut ajouter qu'on est dans un contexte global où les chiffres remontent sur toute la planète. Donc c'était prévisible que les chiffres également remontent ici dans notre pays. Et lorsque les chiffres remontent, effectivement, on a également une augmentation des cas modérés à sévères qui nous font augmenter dans notre chiffre qui est passé de 0,5% à 5% récemment. On a l'impression que quand on parle de taux d'occupation des lits, ce ne sont pas évidemment tous les districts de santé qui en sont concernés. Peut-être c'est en fonction du cluster. Quelles sont les zones les plus concernées? Disons que, Évariste, les 5% en question, ce sont des patients qui sont pris en charge dans des unités spécialisées de prise en charge de la COVID-19. À ce jour, parmi les 38, on dénombrait 12 dans la région du centre, à Oka, on avait 15 dans la région du littoral, on avait 5 dans le nord-ouest, on avait 4 à l'ouest, 1 dans la région du sud, 1 dans la région du sud-ouest. Merci à vous, docteur, d'avoir apporté toutes ces informations. Taux d'occupation des lits, vous l'avez vu, c'est aussi en fonction des régions qui ont été présentées un peu comme les épicentres, les plus impactés par cette pandémie du coronavirus Covid-19. Là-bas encore, il y a des cas plutôt sévères qui surgissent. Merci Évariste. Et voici un magasin où vous n'accéderez jamais sans votre masque facial. C'est un nouveau magasin qui s'ouvre donc à Yaoundé, un espace de produits exclusivement made in Cameroun. L'espace commercial était inauguré ce mardi par le ministre Luc Magloire Mbarga Tangana. Découvrons donc ces excellents produits de nos terroirs. C'est un reportage de Luc Bienvenu au Nana. De la diététique à la cosmétique, en passant par des produits dérivés du cacao, du café et de certains tubercules, l'espace ouvert au public ce mardi au quartier Tinga à Yaoundé répond à une interrogation si vieille mais toujours actuelle. Le Cameroun peut-il produire ce qu'il consomme? Et cela cadre effectivement avec notre vision, la stratégie nationale de développement qui vise à la transformation structurelle de notre économie. Vous ne transformez pas une économie si vous ne passez pas au processus industriel. À travers ce groupe d'initiatives économiques, il s'agit d'assurer au Cameroun son autosuffisance alimentaire, mais également de l'aider à créer des richesses et à conserver ses devises. Une réalisation à soutenir. Le gouvernement va mettre à leur disposition un espace, vitrine d'exposition, mais aussi lieu de vente et de consommation de produits locaux. Présents également à cette cérémonie, les ministres de l'Agriculture et de la Promotion de la Femme, ainsi que certains membres du corps diplomatique. Maintenant que la production locale est là, reste qu'elle soit consommée par les Camerounais. D'abord. À découvrir absolument. Le promoteur de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, le militant du RDPC, Louis-Marie Djambou, repose désormais pour l'éternité dans son village natal à Banka, région de l'Ouest. L'inhumation a eu lieu ce dernier week-end. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, y était représenté. Reportage à Banka, Sylvestre Jack.
Les nombreuses réalisations de Louis-Marie Djambou ont presque adouci la douleur de sa disparition. Au cours de la célébration eucharistique de circonstances à la cathédrale de Bafan, tous les témoignages ont souligné l'infatigable travailleur et l'apôtre de l'amour qu'il était. Je garde l'image d'un homme travailleur, soucieux du développement de son pays, en apportant son pierre à l'édifice par la formation des jeunes étudiants. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, il laisse un grand héritage. À lui tout seul, il a bâti plus de 5 instituts supérieurs privés d'enseignement supérieur. Le célébrant a relevé le caractère vaniteux de la vie. Il a invité les croyants à œuvrer pour les actions impérissables. Expert comptable et membre de nombreuses associations, Louis-Marie Djambou était aussi militant fidèle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'honorable Claude Ndjoumo-Monté a salué sa grande contribution au fonctionnement de son parti politique. Louis-Marie Djambou était âgé de 68 ans. Il laisse plusieurs fils et petits-fils. Le Pari mutuel urbain camerounais et son banco de la Saint-Valentin changent la vie d'un citoyen de la ville de Garoua. C'est dans la région du Nord. Il a remporté la rondelette somme de 70 millions de francs CFA. Un gagnant qui a requis cependant l'anonymat. Mais nous vous présentons la cérémonie de remise de chèques à Garoua. C'est dans ce reportage de Iya Achamalim. Une grosse pointure de la musique dans le septentrion à Minapulo pour célébrer un parieur hors pair. Le PMUC a fait gros à Garoua. 70 millions de francs CFA, c'est la cagnotte du banco de la Saint-Valentin. Avoir un gagnant chez soi renforce la crédibilité de l'entreprise dans la région. C'est pour ça que nous sommes très contents. Les trompettes de la victoire ont donc retenti dans la cité capitale du Nord et le PMUC, à part cette saison des amours, fait gagner gros de l'inédit. Cela fait du bien d'entendre que dans une ville comme Garoua, aussi grande qu'elle soit, on a des nouveaux millionnaires et l'entreprise qu'est le PMUC, on vous dit c'est une entreprise citoyenne parce qu'on donne toujours du sourire, de la gaieté à de nombreuses familles. Au PMUC, ce n'est pas que des on-dit, mais c'est de la réalité. Le parieur qui a requis l'anonymat est représenté à cette cérémonie de remise de chèques par la commissionnaire Nathalie, a juste déboursé au total la somme de 4 800 francs CFA pour voir désormais sa vie en rose au soir du 12 février 2021. Le parieur est venu me trouver, il a commencé à faire le jeu avec plusieurs tickets et il m'a remis 10 000. Il dit bon, fais-moi donc le dernier jeu. C'est là où il a fait ses combinaisons, c'est donc tombé sur les 70 millions. Chaque année, j'ai toujours un gagnant dans mon kiosque. Mais le plus gros lot, c'est cette année, 2021. Conviant ces parieurs à un avenir plus radieux et un ciel parsemé d'étoiles, le Pari mutuel urbain camerounais se réinvente pour être à la hauteur des attentes de sa clientèle, toujours en quête d'innovation. Avant la page des sports, je signale ces 3 télégrammes officiels de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya. Ils sont adressés à leur Majesté Naruhito, l'empereur du Japon, à Sanal Bolkiah, le sultan de l'État de Brunei, et à son Excellence Irfan Ali, le président de la République coopérative de Guyana. C'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ces 3 pays amis, ce 23 février. Les sports et ces 2 nouveaux athlètes titulaires des bourses du Comité national olympique, Jorim Bangé, évolue en Afrique du Sud, et Igor Anissé, le lutteur basé au Cameroun. Ils ont tous deux signé leur contrat ce mardi au siège du CNO, ici à Yaoundé, sous le regard du président Ahmad Kalkaba Malboum. La présentation des jeunes champions avec Évariste Yenga. 2 nouvelles pépites. Jorim Bangé, 18 ans, déjà champion d'Afrique du Sud de sa catégorie 110 mètres air et médaillé d'argent au championnat d'Afrique d'athlétisme moins de 18 ans. C'est en Côte d'Ivoire que Kalkaba Malboum l'a déniché. Ses parents préfèrent qu'il défende les couleurs du Cameroun au moment où les États-Unis lui tendent les bras. Parce que notre pays a besoin d'être bâti.
Et mon mari et moi sommes véritablement mus par l'esprit de patriotisme. Et nous sommes dit, on ne va pas continuer d'accepter les fuites de talents à l'étranger. Igor Anissé, lui, est lutteur. L'originaire de Yagua, à l'extrême nord, est aussi champion du Cameroun plusieurs catégories. Le comité national olympique a fait de lui un boursier. Ça va m'aider beaucoup dans mes jours ici à Yaoundé pour la préparation. Je suis tellement fier. Les contrats des bourses ont été paraphés avec objectif des podiums aux Jeux Olympiques Paris 2024 et Los Angeles 2028. Le concours des pouvoirs publics est nécessaire. Je lance un appel justement en direction des pouvoirs publics pour qu'un plus grand soutien soit apporté aux athlètes talentueux que nous connaissons aujourd'hui. Les contrats lient 3 parties, le comité national olympique, les fédérations et les athlètes. Et voilà qui met un terme à ce 20h30. Le Covid-19 rôde. Retrouvez donc immédiatement sur cette antenne Aimé Robert Bihina et ses invités dans une émission spéciale consacrée à cette deuxième vague de la pandémie qui menace. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Christelle Fouda et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal tout à l'heure à minuit. Très belle soirée sur la CRTV. Et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.